Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui sont soulagés par le rapport sur l'inflation américaine pour le mois d'avril qui a été publié en ce début d'après-midi après des mois de déception, comprenez de surprise à la hausse sur l'inflation. Ce rapport n'a pas provoqué de mouvements particuliers et ressort en ligne avec les attentes. L'inflation américaine, selon certaines mesures, semble même repartir sur la voie de la décélération et c'est une nouvelle appréciée par les marchés de taux notamment. On a vu une petite détente de quelques points de base quand même des taux longs américains, le dollar qui continue de s'affaiblir légèrement et les actions qui ont profité de ce petit coup de boost avec des marchés américains qui ouvrent sur des niveaux records pour le S&P 500 ou encore le Nasdaq, des records dont on ne pâlit pas en Europe, puisque là aussi le CAC 40 reste à quelques encablures à peine de ces niveaux historiques qui ont été atteints récemment. Vous aurez le détail de ces chiffres sur l'inflation américaine dans quelques instants avec Pauline Gratel. Et puis pour la partie entreprise, la période de publication de résultats trimestriels se termine avec une note de déception à nouveau dans le secteur du luxe, dans le sillage des problèmes d'un Kering avec sa marque phare Gucci. On a vu Burberry également qui pâtit d'une faiblesse de la demande, d'une restructuration de son positionnement en termes de marque également et qui attend encore un semestre difficile. La déception de Burberry publiée aujourd'hui se voit sur le cours de bourse du groupe à Londres mais également sur l'ensemble du secteur qui est plutôt un frein aujourd'hui à la performance des actions en Europe et ce sera d'ailleurs l'occasion de s'interroger sur les nouvelles forces boursières de l'Europe. Ce sera le sujet de notre quart d'heure thématique. Le luxe historiquement a été évidemment un grand secteur attractif pour les investisseurs mondiaux quand il s'agissait d'investir en Europe. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Et face à cela, on a deux secteurs qui portent la dynamique positive des bourses européennes ces derniers temps. Je veux parler du secteur bancaire et du secteur technologique également, avec un poids lourd emblématique, le néerlandais ASML. Pourquoi ces deux secteurs performent-ils aussi bien aujourd'hui ? Est-ce que la perception des investisseurs vis-à-vis du profil boursier de l'Europe peut changer ? Nous en parlerons avec Anis Laloul, directeur des investissements d'Aperture Investors, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'attaquer notre émission et d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour. Évidemment, au terme de cette séance en Europe, c'est tendance, mon ami, en ouverture de Smart Bourse chaque soir avec Pauline Gratel. C'est le grand jour, le jour de publication des très attendus chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril et elle décélère. Les prix à la consommation augmentent de 0,3% en avril sur un mois et de 3,4% sur un an conformément aux attentes, soit un léger ralentissement par rapport au mois précédent où l'indice des prix était ressorti à 3,5%. En version corps, la mesure particulièrement surveillée par la Réserve fédérale, l'inflation US s'élève à 3,6% sur un an, après 3,8% le mois précédent. Après la publication du CPI, on a vu les rendements obligataires se détendre un peu, avec un 10 ans US sous 4,4%, détente également du dollar, avec un euro-dollar à 1,0850, et petit coup de boost sur les marchés actions, le S&P 500 ouvrant sur un nouveau record absolu, tout comme le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 reste proche de ses sommets également, autour de 8230 points. Autre statistique qui conforte l'idée d'une détente de l'économie américaine, les ventes de détail qui stagnent en avril, alors que le consensus attendait une progression de 0,4%. Mis à part le CPI et les ventes de détail américaines, les investisseurs ont pris connaissance de la seconde estimation du PIB de la zone euro au premier trimestre, qui est conforme à la première estimation, en progression de 0,3% en janvier-mars, après moins 0,1% le trimestre précédent. Toujours en zone euro, la production industrielle augmente en mars et ressort à 0,6% sur un mois, légèrement au-dessus des attentes.
Une séance rythmée par la macro donc, mais il y avait aussi quelques publications au programme. En France, pas de publication au sein du CAC 40, mais les investisseurs ont pris connaissance du chiffre d'affaires de CGG. Son titre est en tête du SRD et du SBF 120 et bondit de plus de 20% au cours de la séance. Le groupe publie un chiffre d'affaires en hausse de 30%, une nette réduction de ses pertes sur le trimestre, 3 millions de dollars contre 16 millions il y a un an, et en profite pour confirmer ses objectifs financiers de 2024. Aux antipodes de CGG, on trouve les camping-cars de Trigano, dont le titre perd 9%, malgré une augmentation de plus de 40% de son bénéfice opérationnel courant, porté par ses ventes. Mais pour avoir des stocks, Trigano a dépensé plus de 100 millions d'euros de trésorerie au premier trimestre. Enfin, les valeurs du luxe sont en difficulté aujourd'hui après la publication des résultats annuels de Burberry. Le groupe britannique fait moins bien que prévu, pénalisé par la faible demande et anticipe un semestre difficile. Le titre est l'une des plus fortes baisses du jour à Londres. Dans son sillage, Hermès, LVMH et Kering cèdent 1 à 2% à Paris. Mais la dernière place du CAC 40, c'est Carrefour qui accuse une baisse de 4% au cours de la séance après la dégradation d'opinion de JP Morgan de neutre à sous-pondéré. En parlant de grande distribution, aux États-Unis, les résultats du premier trimestre de Walmart seront publiés demain avant bourse. Les investisseurs prendront aussi connaissance de l'indice de la Fed de Philadelphie et de la production industrielle américaine. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé et les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Drabovic de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur des investissements d'Indo-Suez Wealth Management et à nos côtés enfin Julien Moutier. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de gestion obligataire de Groupama Asset Management. Parole auto donc en ce jour de publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril. Je le disais en introduction, Julien, après plusieurs mois de déception, de surprise à la hausse sur l'inflation, ce rapport semble plus en ligne avec les attentes du marché. Est-ce que c'est donc une bonne nouvelle? Et est-ce que ce rapport sur l'inflation aux États-Unis permet de restaurer un peu de la confiance perdue par la Fed ces derniers mois en vue de prochaines baisses de taux? Disons qu'en tout cas, le marché a envie d'y croire. C'est-à-dire quand on regarde la réaction à chaud du marché suite aux chiffres qu'on a eu sur le CPI américain, on voit qu'on a une détente des taux sur toute la courbe, taux court, taux long, même si ça a retracé quand même pas mal derrière. Et puis, on a des actifs equity, donc les actions et le crédit qui globalement se sont appréciés sur un thème globalement de Goldilocks. C'est-à-dire qu'on a un atterrissage en douceur qui semble s'opérer, un peu moins de pression finalement de normalisation monétaire attendue, un peu de baisse de taux, ça atterrit en douceur, donc tout est bien, qui finit bien pour l'instant. Ouais. Voilà. Après, encore une fois, je pense qu'un point ne fait pas la tendance, donc il ne faudrait pas avoir non plus dans ce chiffre de CPI un mouvement continu de baisse, de recul marqué en tout cas de l'inflation. Ah, c'est un risque de voir une chute de l'inflation devant nous, là? Disons que c'est un risque. Non, moi je pense qu'il ne faut pas le voir. Oui, le diable est dans les détails. Ouais. Tout le monde est focalisé sur la partie service, cœur, etc. Où là, on reste sans doute à des niveaux encore un peu trop élevés pour être totalement confortable. La partie service aux États-Unis, c'est la partie aujourd'hui qui est globalement un peu incompressible. On voit bien que tous ces secteurs qui sont ce qu'on appelle labor intensive, c'est-à-dire qui font appel à une force de travail de façon conséquente dans la production, dans le chiffrage de la production, ces secteurs-là restent sous tension aux États-Unis. Ça n'a pas décliné, alors que l'énergie, le food, tout ce qui est durable goods également, ont plutôt corrigé aux États-Unis et participé à ce tassement de l'inflation headline. En revanche, tout ce qui est service aux États-Unis se maintient plutôt bien. Et on reste, que ce soit sur le headline ou sur le core, sur des niveaux month on month, d'un mois à l'autre, entre 0,3 et 0,4. Donc, il y a des effets de base sur le headline, mais attention aux chiffres mensuels qui restent quand même relativement élevés. Ouais. Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui pour la Fed dans sa recherche, sa quête de confiance, Alexandre? Est-ce que c'est ce rapport-là sur l'inflation du mois d'avril, ou est-ce que c'est des chiffres qu'on a vus il y a une paire de semaines maintenant autour du marché du travail américain, autour des enquêtes services également aux États-Unis?
Alors, ce qui est certain pour le CPI, le chiffre inflationniste aujourd'hui, c'est quand même un gros soulagement pour le marché, parce que c'est quand même le premier mois de baisse en 6 mois pour le chiffre cœur. Je rappelle quand même à 3,6%, c'est le plus bas depuis octobre 2022. Et finalement, c'est bon aussi pour M. Powell, parce qu'il s'est un petit peu engagé ces derniers mois. En janvier, on nous explique, bon, c'est l'effet saisonnier début d'année. En février, on me dit, bon, 2 mois, ça ne fait pas la tendance. En mars, on commence à s'inquiéter, mais ce n'est pas en fait trop gênant. Mais là, pour le mois d'avril, finalement, on aurait pu se dire, M. Powell, vous êtes à côté de la plaque comme vous l'avez été en 2022. Donc je pense qu'il doit être soulagé. Il avait plutôt même un discours à dire, vous inquiétez pas, la tendance est là, ça va continuer. On avait même un petit peu de dissension, enfin, des membres du FOMC, certains qui disaient, oh là là, on ne va pas pouvoir baisser les taux. Le marché même s'inquiétait en disant, est-ce qu'il pourrait remonter les taux ? Alors ça, il l'a évacué directement la semaine dernière. Donc on a eu ce premier soulagement en disant, ouf, on est passé de 7 baisses de taux à seulement une baisse. Est-ce que maintenant, finalement, vous savez, on dit en anglais, le higher for longer, ça veut dire encore plus haut et plus longtemps. Oui. J'aime pas cette expression, parce qu'en fait, c'est plutôt dire, on va rester élevé plus longtemps. C'est high for longer. Voilà, et non pas plus haut, plus longtemps. Ça, il l'a évacué. Et maintenant, plutôt l'impression qu'il est en train de nous dire, ça sera plus bas, mais un peu plus tard. Pas autant qu'on l'espérait. Nous, on tape chez Indosuez encore 3 baisses sur cette année. Peut-être plutôt en septembre qu'au mois de juillet, ça c'est certain. Aujourd'hui, le marché est pratiquement, je crois que la probabilité est de 50% pour septembre, et on devrait avoir 2 baisses d'ici la fin de l'année. Donc, un soulagement sur l'inflation. La bonne nouvelle, c'est que la fameuse composante, quand on regarde l'inflation cœur, dans la partie service, et notamment tout ce qui est en fait lié au loyer, pesait ça, ce qui était vraiment le plus inquiétant, parce que ça, c'est difficilement compressible pour la Fed. Ça se dégonfle aussi. Et là, aujourd'hui, quand on commence à projeter les différentes composantes, à la fois des prix, le PPI qu'on a su hier, le prix des productions, avec le CPI aujourd'hui, prix des consommateurs, le core PCE, qui est l'indicateur préféré de la Fed, devrait se dégonfler un petit peu. Donc ça redonne de la crédibilité à la Fed en disant l'indice d'inflation est toujours en route, on ne sera pas à 2% tout de suite, mais en tout cas, on y va graduellement. Et donc, moi, la Fed, je serai en capacité de normaliser les taux. Et donc, tout ça redonne, encore une fois, de l'intérêt au marché. Le marché accepte tout à fait cette logique de patience. Vous dites, ce sera plus bas plus tard, mais le marché s'en accommode tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, on se disait, finalement, si on n'a pas autant de baisses que prévu, c'est pas bon pour le marché action. Vous avez vu que nous-mêmes, on avait commencé à avoir un petit peu peur en disant, c'est pas la séquence qu'on imaginait. 4,70, voilà. 4,70 sur les 10 ans américains, on sent que ça commence à turbuler un peu, quoi. Turbuler un petit peu. Bon, maintenant, je pense que le marché action, de manière générale, ce qu'il veut, c'est entendre la direction que on va baisser les taux. Alors, est-ce que c'est 2 fois, 3 fois mais à partir du moment où, psychologiquement, on sait que la Fed va amorcer cette baisse, et bien finalement, on a un petit peu le chèque en blanc et dit, OK, on suit la Fed et on y va. Bon. Est-ce que c'est suffisant d'avoir toujours cette... Bon, c'est un peu la carotte et le bâton, hein. Là, il y a toujours cette perspective de baisse de taux devant nous. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça participe à entretenir une ambiance toujours positive sur les marchés, et sur les marchés actions notamment, Gilles ? Sans doute, mais selon nous et nos indicateurs, avec un potentiel de performance des actions de plus en plus faible. Car, plus ça monte, moins il y a de potentiel, quoi. Par nature. Mais oui, non mais... Et également, donc la doxa des marchés générale, c'est de dire il faut acheter les marchés avant les baisses de taux. Donc on reporte depuis assez longtemps quand même les perspectives de baisse de taux, tout en les limitant quand même aussi, parce que on a, au-delà de l'analyse d'un chiffre, si on regarde l'inflation dans son ensemble, il y a quand même pas mal de raisons de surchauffe et de causes de surchauffe. La fragmentation de l'économie mondiale, les guerres commerciales, les guerres douanières, le reshoring de beaucoup d'activités. Et puis dans certains pays, dont les États-Unis, croissance démographique énorme, qui pèse avec beaucoup un flux migratoire positif à nouveau, sur l'offre et la demande de logement notamment, mais bien sûr. tout service en règle générale, service, la personne aussi, qui sont justement les endroits où l'inflation est le plus important. Bref,
on a quand même l'impression que le potentiel est de plus en plus faible. Et c'est ce qu'on identifie dans nos ratings. Alors, on voit aussi que la Fed est de plus en plus fine dans son micro-pilotage de la conjoncture, avec Powell qui a récemment dit qu'il allait lever le pied un petit peu sur le rythme de QT. De réduction du bilan, oui. De réduction du bilan de la Fed. Et dans son commentaire en Q&A, il a dit c'est pour veiller à ne pas être déstabilisateur. Ah ouais. Ouais. Mais, donc ça, c'est assez intéressant. Mais du coup, il semble que la marge de confort nous paraît de plus en plus faible. Et les risques que quelque chose se passe mal nous paraît augmenter. Et en gros, pour simplifier, on a quand même dans les pays développés, mais de plus en plus dans les pays en voie de développement également, et notamment la Chine, une espèce de conflit entre des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes et l'envolée de la dette publique, mais aussi privée dans certains cas, et puis des politiques monétaires qui, elles, sont quand même avec des taux courts autour de 5%, aux États-Unis notamment. Comment tout ça va se finir sans que ce soit un scénario de volatilité? À ce stade, intéressant, le niveau de restriction monétaire n'empêche pas les entreprises de se financer sur les marchés à travers notamment des instruments de dette. Je parle sous votre contrôle, Julien. Oui, tout à fait. Là, on l'a vu, on a vu un afflux d'émissions primaires, notamment hier. On était sur la deuxième plus grosse journée historique d'afflux de primaires sur le marché investment grade en zone euro, 13,4 milliards sur la journée, avec des jumbo deals. On a vu des pharmaceutiques, Johnson & Johnson. Donc c'est plus de 500 millions, c'est ça 13,4 milliards. Oui, non, mais Jumbo Deal, c'est au-delà c'est au-delà de 500 millions. Oui, au-delà de oui, on a le benchmark 500 millions. Oui, c'est ça. Des deals de plusieurs milliards. Donc, alors, tout ne fonctionne pas forcément très bien derrière au secondaire. Quand on a un gros afflux de jumbo deals sur des secteurs identiques, type les pharmaceutiques, on va avoir Merck demain qui va arriver avec potentiellement une 7 ans, une 10 ans et peut-être une 30 ans. Voilà, donc on voit que quand on a beaucoup de deals sur des secteurs bien notés, ce qu'on appelle low bêta, parfois il y a un peu de mal à les placer, ou en tout cas au secondaire ça ne performe pas aussi bien que d'autres deals, peut-être de moins bonne qualité, qui vont être plus agressifs en termes de rendement. Mais on a toujours de l'appétit, il y a du cash à investir via les fonds datés, via les cash qu'on a dans les fonds d'investissement. Il y a plus d'hétérogénéité peut-être sur les deals qu'auparavant. C'est-à-dire que globalement, il y a de la prime, mais on voit que les investisseurs font le tri, sont un peu plus sélectifs. Il y a une discrimination qui s'opère quand même. Oui, clairement. Ça, c'est ce qu'on a constaté. On l'a vu notamment sur le comportement ensuite des deals au marché secondaire. On voit qu'on a des deals qui sont demandés, souscrits derrière au secondaire. Les investisseurs vont compléter la position sur le marché secondaire, alors que sur ce qu'on appelle les jumbo deals, en effet, sur des secteurs où on va avoir une grosse affluence d'émissions dans un temps restreint, là, il y a un peu de goulet d'étranglement. Voilà, donc de là à dire que c'est un warning sur le marché du crédit, c'est peut-être encore un peu tôt, parce que encore une fois, ça se place plutôt pas mal, mais voilà, il y a un peu plus d'hétérogénéité dans l'appréciation du marché. Quelle dynamique on peut imaginer sur ces marchés de taux et de crédit au moment des premières baisses de taux, notamment en Europe, puisqu'elles sont prévues pour arriver avant celles de la Réserve fédérale américaine. Au moins sur les 4-6 prochains mois, c'est plutôt en Europe que ça va se jouer. Ça a commencé en Suède, en Suisse, et on attend maintenant la BCE. Est-ce que le marché a déjà factorisé, intégré, j'allais dire, dans ses deals, les premières baisses de taux oui, est-ce que ça aura un effet supplémentaire ? Disons que c'est déjà anticipé. Je pense que ce qui aura un effet supplémentaire, c'est une surprise potentielle par rapport aux anticipations actuelles. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est pricé dans le marché, d'ici la fin de l'année, c'est entre 2,5 et 3 cut baisse de taux côté Banque Centrale Européenne, 2 baisses de taux en effet côté Fed, ça c'est ce qui est pricé dans le marché aujourd'hui. Donc toute surprise par rapport à ça aurait un impact. Bon, nous ce qu'on pense c'est que cette année on peut avoir en effet 2 baisses aux US, 2 baisses en zone euro. La zone euro va ouvrir le bal visiblement en juin, ça a été préannoncé déjà maintes fois, il n'y aura pas de surprise là-dessus. L'impact que ça peut avoir ensuite, c'est éventuellement sur le change, il y a la question de l'euro-dollar qui a comme facteur principal le différentiel de taux US-euro, on l'a vu, on a plutôt une baisse de taux aux US récemment par rapport
rapport à la zone euro, en tout cas plus forte. Donc, on a eu plutôt un dollar qui a eu tendance un peu à se déprécier. Voilà. Ça, c'est assez naturel. Après, encore une fois, sur le marché du crédit, lui, se satisfait d'une conjoncture en Europe qui n'est pas non plus méga booming, mais d'un environnement de taux qui est plutôt, on va dire, baissier dans la période à venir. Et donc ça entretient également l'appétit pour le rendement. Ouais. C'est intéressant parce que là, ce que vous décrivez, Julien, je vous fais réagir, Alexandre, il y a le degré de divergence entre la Fed et la BCE, au moins dans les premiers mouvements de baisse, et plus du tout aussi large que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines et quelques mois. Après, la question du taux d'arrivée, terminal, etc., c'est évidemment une autre affaire, mais 2 et 2 ou 3 et 2, j'en sais rien, mais ça ne nous donne pas un écart en termes de politique monétaire, de réglage de politique monétaire qui soit complètement déliant, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, si la BCE coupe ses taux le 6 juin, ce qui est plus ou moins télégraphié, ça sera quand même une première historique. Moi, c'est ce que j'appelle un peu, ça sera le dé de l'indépendance pour la BCE le 6 juin. Donc, c'est encore en plus une date assez mythique. Oui, bien sûr. Je le rappelle. Bien sûr. Mais ce sera un beau symbole. C'est un beau symbole. Je pense que ils sont en position de le faire aussi. Ouais. La BCE n'est pas dans une position inconfortable à devoir préempter une baisse parce que son économie s'effondre, mais elle est restrictive aujourd'hui. On est loin aujourd'hui de la croissance potentielle en Europe, même si ça s'améliore. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que depuis un an, finalement, le marché ne fait que pédaler à revoir ses anticipations de croissance aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, nous, on est à 2,5%, on y était déjà depuis 3 mois, et le marché l'a rattrapé. Donc finalement, tout ça, c'est plutôt bien intégré. Ouais. On parlait de la croissance en Europe à l'instant. Bon, ça a l'air de bien se passer, ça va beaucoup mieux. Alors, on est loin. Tout le monde n'avait pas vu les 0,3 du premier trimestre, par exemple. Non, c'est vrai. Bah oui. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on a une prévision à 0,6. Bon, ça reste quand même relativement mou. Ouais. La croissance potentielle, normalement, on aurait plutôt aller vers 1,2, 1,5. Donc, on a quand même de la marge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait avoir des surprises positives en termes de différentiel de croissance entre les US et l'Europe? Elle sera peut-être plus sur l'Europe. En tout cas, on voit de plus en plus de signes positifs. Reprise du cycle manufacturier. On le voit dans les indices de PMI. Alors, pas tout à fait encore en Allemagne, mais dans beaucoup de pays de la zone euro, ça se passe plutôt bien. On a un chômage qui a fortement baissé. Et qui reste bas. Oui, la politique monétaire est restrictive. Donc, du coup, si la politique monétaire va dans le bon sens, ça devrait bien accompagner l'économie. Et c'est peut-être là où on aurait effectivement une surprise. Maintenant, les marchés actions, par exemple, finalement, c'était la suprématie américaine, la dominance américaine, comme on dit. C'est ce que nous, on a beaucoup joué également. Ouais. Là, on commence à se poser la question, finalement. L'Europe, on sait que c'est quand même c'était une zone assez délaissée. La plupart des investisseurs internationaux n'y sont pas encore revenus. Alors, ils sont revenus peut-être marginalement sur des grosses capitalisations. Vous parlez d'ASML tout à l'heure. Les grosses valeurs de la tech, finalement, en Europe, étaient un substitut de diversification pour des fonds qui étaient trop concentrés sur la tech US, par exemple. Ça se paye un peu moins cher en Europe, en plus, la tech. Moins cher, il y a moins de monde, et il y a un peu de diversification. Donc maintenant, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est sur un marché peut-être un petit peu moins directionnel, en tout cas comme on l'a vu aux États-Unis, un peu plus de rotation. On voit d'ailleurs, l'Europe commence à aller un petit peu mieux, les émergents vont beaucoup mieux. La Chine fait quand même 10% de perf sur un peu plus de 10 mois. C'est quand même la grande surprise. Bien sûr. Et on a des prévisions comme de croissance de profit sur les émergents qui sont bien meilleures. Maintenant, l'arbitrage, ça va être, si j'ai beaucoup d'US, je ne vais peut-être pas en rajouter. Est-ce que je rajoute de l'Europe? Est-ce que je rajoute des émergents? Ou est-ce que je mets des small caps? Ça va être, je pense, et c'est l'un des grands débats. Que nous, on a j'entends, qui est pas tranché. Vous dites, la question se pose aujourd'hui. Alors, quand vous dites la question, ça veut dire, oui, quand même, on y croit, on veut y croire. Est-ce qu'on met quand même une touche pour voir, effectivement, comment l'Europe peut-être continuer de surperformer, puisqu'il faut le dire comme ça. Sur les émergents, on était déjà bien positionnés, et là-dessus, on ne change pas d'avis. Même la conviction se renforce. Maintenant, marginalement, par exemple, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut aller sur les small caps? Est-ce qu'il faut aller sur les US ou sur l'Europe? Plutôt tendance à dire, s'il faut faire des small caps dans un marché délaissé où il y a quand même de la croissance et un peu de profitabilité, c'est plutôt l'Europe que les US, parce que 40% quand même des sociétés small cap dans le Russell aux États-Unis qui sont non profitables. Donc peut-être pas y toucher tout de suite. C'est pas la même qualité de cote que ce qu'on trouve en Europe. Oui. Maintenant, tout le monde sait que les small caps en Europe, c'est pas cher. Tout le monde sait que c'est un marché qui a été déserté. J'avais fait calcul ce matin, on le reprenait. Depuis 2020, c'est 40 milliards
de sortie sur les small caps en Europe. Donc potentiellement, il y a un rattrapage phénoménal à opérer. Et même si la dynamique a l'air de s'améliorer, la performance de s'améliorer, les flux ne sont pas encore au rendez-vous. Après, il faut l'anticiper aussi, il ne faut pas être le dernier à l'acheter. Mais voilà, c'est un endroit où il faut aujourd'hui s'y intéresser. Il faut regarder, Autant, il y a 6 mois, c'était trop tôt. Plus on se rapproche de la baisse de taux, plus le timing commence à devenir sympathique. En termes de valo, oui, dans la pièce, les deux éléphants dans la pièce, oui, il y a la Chine et les small caps en Europe. Hein. La valo, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a eu beaucoup de faux départs et on peut se prendre les pieds dans le tapis régulièrement. Quand on regarde la valo et des indicateurs de croissance bénéficiaire, c'est la base des modèles d'equity GPS. Qu'est-ce que nous disent ces modèles sur les small caps et notamment les small caps européennes? On a de meilleurs ratings que sur les marchés en général, sur les small caps. C'est nouveau? Oui. Alors c'est nouveau, c'est net depuis un an. Depuis la baisse de nos ratings sur les large caps. D'accord, ok. Voilà. En gros, au fur et à mesure. Oui, il y a un phénomène de... Voilà. Et les courbes se croisent, quoi. C'est ça. Et maintenant, l'important, c'est en effet le sentiment de marché. Et on peut observer qu'il s'améliore également sur les small caps, sans encore se détériorer sur les large caps, en règle générale. Et donc, de façon générale et générique, on a des ratings relativement faibles sur le marché mondial à 1,5 sur 10 aujourd'hui, dont 0,2 sur 10 sur les États-Unis. Oui, d'accord. Donc, faible, vraiment dans une zone faible. À l'inverse, on a des ratings élevés sur la Chine et sur d'autres pays asiatiques et sur l'Amérique latine, de façon générale. Mais là, avec des sentiments de marché, alors qui ne sont plus négatifs, qui l'ont été longtemps, mais qui sont neutres. Mais ce qui est une amélioration quand même par rapport à avant. Voilà, donc et sur l'Europe développée, elle a en tout cas la zone euro a un rating légèrement meilleur que les États-Unis. Enfin, c'est pas majeur. Si c'est 0,2 aux États-Unis, oui, d'accord, ça reste pas très élevé. C'est autour de 2 sur la zone euro. Ah oui, effectivement. Alors, avec une grande... Je disais tout à l'heure, en début d'un alors avec une grande dispersion quand même. D'accord. Très grande dispersion. Donc, pour les stock pickers, il y a de quoi faire son marché. Donc, il y a encore beaucoup de valeurs qui sont très attractives. Mais le marché dans son ensemble, dans les pays développés, nous paraissent avoir une perspective, une espérance de gain à horizon de 3 mois de 2%. Et historiquement, quand on avait ces ratings-là, la plus forte baisse à 3 mois était quand même de 16, de moins 16%. Donc il y a quelque chose d'assez asymétrique. Donc on est dans quelque chose où il faut être un vrai investisseur en actions pour continuer d'être pondéré au maximum sur les risques actions sur les marchés développés, selon nous. D'accord. Tiens, petite parenthèse à propos de l'investissement action, là, depuis 2 jours. Alors, ça se calme un peu aujourd'hui, mais on a vu réapparaître des noms emblématiques de phénomènes de spéculation de foule à Wall Street, qu'on a beaucoup commenté en 2021, au cours du premier trimestre, je crois. Donc, ce sont des valeurs comme GameStop, c'est la maison mère de Micromania, AMC, une chaîne de cinéma aux États-Unis. Et donc, l'influenceur vedette... chaton rugissant, comme on l'appelle, est ressorti de son placard. C'est pas facile à traduire. C'est assez littéral, chaton rugissant. Il est ressorti de son placard. Non, mais bon, l'histoire est toujours fascinante. Donc, et on a vu ces titres qui ont doublé chaque jour sur les 2 derniers jours. Ça reste limité comme phénomène. Je crois que ça fait pas grand-chose, voire ça baisse un petit peu aujourd'hui. Mais je sais pas, c'est des phénomènes de marché auxquels on n'était pas forcément habitué jusque-là. Qu'est-ce que ça nous dit de l'ambiance actuelle? Est-ce que ça nous dit quelque chose du fonctionnement aussi des marchés contemporains? Selon nous, il y a du positif et du négatif. Commençons par le négatif, c'est quand même de la spéculation. Oui, ça va. Et disons que avant tout de la spéculation. C'est de l'orchestration, de mouvements de marché. C'est l'aspect viral qui est venu effectivement se coller sur ces phénomènes spéculatifs. Qui n'est pas très éloigné de manipulation de cours quand même. C'est de l'orchestration. Je ne dis pas que c'est de la manipulation. C'est un tweet,
c'est de l'orchestration. Part d'un tweet. Voilà, mais c'est et puis on peut observer aussi que les entreprises font des augmentations de capital. AMC a levé 250 millions de dollars lundi soir. Donc, c'est de l'equity tombé du ciel. Voilà, c'est un petit peu. C'est intéressant. D'accord. C'est intéressant de l'observer. Ouais. En négatif aussi, c'est de la spéculation quand même. Enfin, il n'y a pas de raison que la valorisation d'équilibre ait changé d'une boîte en 2 jours. Voilà. Bon, après, le côté positif, c'est il faut respecter tous les mouvements de marché, y compris ceux qui sont spéculatifs. C'est une forme c'est une forme d'aller rechercher un prix d'équilibre et qui finance l'économie. Voilà. Ce qui est à la base des c'est ce qu'on a beaucoup raconté en 2021. Alors, disons que ces noms sur lesquels ce phénomène spéculatif se concentre, ça tombe pas au hasard. C'est des valeurs très shortées, mais derrière GameStop, je le disais, c'est Micromania. Et je crois sincère certains des Robinhood traders de l'époque qui sont allés en disant mais Micromania, mais moi c'est une enseigne que je connais, c'est une enseigne de mon enfance quand j'étais petit, etc. Tiens, si j'ai $10 à mettre dans les marchés, tiens, je vais essayer d'aller sauver Micromania. Et au passage, on va se faire quelques gros hedge funds de Wall Street qui ont perdu beaucoup d'argent, sur quelques séances, quoi. Non, il y avait un côté un peu Robinhood, quoi. Ouais, c'est ça, revanchard. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce phénomène, Alexandre? Non pas que ce soit l'ensemble des marchés qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, mais bon, ça existe. Alors, moi, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais négliger le trader individuel. Je pense que ça a été la grande leçon en 2021, parce que tout le monde disait si le trader particulier achète, c'est là où il faut vendre. Et en fait, c'était plutôt l'inverse, il fallait surtout le suivre. Donc là, je pense que la psychologie a beaucoup changé là-dessus. Maintenant, il faut mettre un petit peu en perspective, parce qu'on parle de ces 250 millions levés par AMC. Mais moi, le chiffre qui m'a quand même bluffé la semaine dernière dans les grandes capitalisations boursières, c'est Apple qui annonce avoir un coffre-fort de 170 milliards de trésorerie. Il rachète 110 milliards d'actions. Et sur les 10 plus grosses rachats d'actions aux États-Unis, c'est Apple qui en a fait 6. Et le chiffre qui était phénoménal que je reprenais la semaine dernière, ils ont racheté 840 milliards de capi depuis 2012. C'est la moitié du nombre d'actions. Au-delà du... Le chiffre, ils ont racheté la moitié de leurs actions, quoi. Voilà, c'est phénoménal. Non, mais c'est alors, au-delà du montant, c'est-à-dire que la société a été capable d'annuler la moitié de ses actions dans le marché. Ouais. Là, on comprend mieux aussi cette logique. Effectivement, je ne paye pas des dividendes, je me rachète mes titres avec un flux continuel de rachat. 110 milliards sur un an à venir, 840 milliards sur 10 ans. Ouais. On met un peu les choses en perspective. On revient sur ce narratif. Finalement, les 2 gros acheteurs d'actions aux États-Unis, c'est les boîtes elles-mêmes et c'est le retail. Ouais, non, mais bien avoir en tête effectivement cette structure de marché aujourd'hui. Qui sont les principaux acheteurs d'actions dans le marché? Je ne sais pas ce que vous inspire ces phénomènes spéculatifs sur les actions, Julien, mais on retrouve ces phénomènes parfois sur les marchés obligataires aussi. Ça peut exister. Alors j'imagine que c'est pas du retail qui va comme ça sur des noms d'émetteurs ou autres, mais et même aujourd'hui, est-ce qu'on a des éléments de surchauffe ici et là dans certains compartiments du marché obligataire? Alors ouais, c'est un point intéressant. Alors nous, ce qu'on voit, il y a 2 choses. Il y a l'idiosyncratique et je dirais le systémique. La cherté du marché obligataire dans sa globalité. Enfin, je pense au marché du crédit notamment, et après l'idiosyncratique. Nous, ce qu'on voit, c'est que sur le crédit en général, sur les obligations d'entreprise ou sur le souverain, on a moins de spéculation de ce type sur le souverain parce que ce sont des marchés qui sont très profonds, très liquides, c'est plus compliqué. Sur le crédit, on peut l'avoir, mais en général, ce sont plutôt des acteurs, je dirais, avertis, les hedge funds, qui vont constituer des positions short. Alors voilà, nous, on regarde, on a une recherche, on souscrit à des recherches qui nous permettent d'identifier ces positions short qui montent sur l'equity ou sur le crédit, donc on en tient compte dans le choix spécifique de certains titres qu'on a en portefeuille. On voit les positions vendeuses monter, se construire progressivement. On se tient averti et alerte sur ce genre de sujet, donc on y prête attention, et notamment sur l'aspect, je dirais, vraiment spécifique, idiosyncratique, puisqu'on sait que ça peut avoir un impact fort sur la valorisation de certains émetteurs. Après, d'un point de vue plus systématique, quant à la valorisation aujourd'hui du marché du crédit, aujourd'hui on le sait tous, on a un marché du crédit qui est plutôt en zone de cherté. Les spreads sont serrés partout, là. Sont serrés un peu partout, voilà, globalement, il y a un peu de retard sur les hybrides peut-être versus
le high yield, mais globalement, voilà, tout est globalement, on va pas dire cher, mais en tout cas, ça s'est renchéri. On n'est pas encore sur les niveaux, les points bas de spread, mais on voit bien qu'on rentre dans une zone où ça commence à être cher. Alors, ça peut le rester longtemps, et on a connu des périodes où on avait ce qu'on appelle le carry, le rendement du marché obligataire, finalement, sur l'année. Aujourd'hui, on a toujours une demande, on le disait tout à l'heure, très forte de papier sur les émissions crédit notamment. On a beaucoup de cash dans les portefeuilles encore. Les fonds datés, notamment, les fonds à maturité, on en a lancé dans le marché, il y en a eu beaucoup, ont rencontré un succès assez florissant. Donc le rendement seul suffit aujourd'hui à continuer d'attirer des flux sur l'obligataire, malgré des spreads effectivement serrés, quoi. Mais je dirais qu'au-delà du rendement, la visibilité de ce rendement, c'est-à-dire le fait de se dire, à une échéance donnée de 3 ans, 5 ans, vous offrez aujourd'hui, par exemple sur le high yield, à 2030, on va offrir bientôt 6% de rendement brut sur un fonds qu'on sait. Donc voilà, cette lisibilité sur le rendement et le fait d'avoir à échéance un objectif de rendement attire encore les investisseurs. C'est une forme de sécurité. Ma question, là, si je reprends un peu la logique de baisse de taux devant nous, je vous demandais tout à l'heure comment ça pouvait avoir un impact sur les marchés de taux. Moi, je pense aussi à tout ce qui a été accumulé sur des produits monétaires rémunérés, du cash rémunéré. Alors en France, c'est des livrets, c'est des comptes à terme, etc. On parle de trillions de dollars d'encours aux États-Unis. Est-ce qu'une baisse de taux suffit à provoquer déjà des mouvements de sortie pour une réallocation, et si oui, vers quoi? Et puis en Europe, si c'est peut-être 2-3 baisses de taux devant nous, qu'est-ce qui se passe sur ces produits monétaires aujourd'hui? Alors c'est un bon point. Je pense que sur les produits monétaires aujourd'hui, il y a deux types d'acteurs. Il y a les acteurs historiques, ceux qui rémunèrent leur trésorerie avec les fonds monétaires. Qui ont besoin de produits monétaires quoi qu'il arrive. Resteront investis sur les produits monétaires. Alors on a de la volatilité sur le passif des fonds monétaires, mais ça c'est logique, on a toujours eu ça. Voilà. Et ensuite on a les acteurs, je dirais, un peu opportunistes, qui compte tenu de la forme de la courbe, sont venus se positionner sur des parties très courtes et à juste titre profiter des rendements aujourd'hui attractifs sur le monétaire par rapport au reste de la courbe. Et puis avec le resserrement des primes de risque qu'on a sur le crédit, finalement avoir 4% sur du monétaire aujourd'hui plutôt que 4,5 ou 5 quand on tire un peu plus loin sur de la courbe et sur du risque investment grade, finalement le risk return il n'est pas forcément très positif sur des parties beaucoup plus longues. Donc on a toujours des acteurs qui sont très présents sur le monétaire, mais qui sont ce que j'appelle les acteurs un peu opportunistes, touristes, qui pourront bouger vite et qui pourront déployer des masses d'actifs assez importantes dans deux situations accumulées, je dirais selon moi, baisse de taux et surtout repentification des courbes. Les acteurs vont aller chercher de la duration lorsqu'on sera payé pour prendre ce risque de maturité, de duration. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, compte tenu de la forme des courbes, qu'on est particulièrement rémunéré à prendre un risque de duration. Non. Voilà, donc, on n'a pas de pente positive encore sur ces courbes américaines ou européennes. Sur ces mouvements de réallocation, qu'est-ce qu'on peut imaginer, anticiper, Alexandre? Moi, ce que je vois sur nos clients particuliers chez Indosuez, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment à l'esprit le début de cette baisse de taux, puisque pour eux, elle n'est pas visible. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est que pourquoi je m'embêterais à aller faire du 3 ans, du 4 ans à 4% quand j'ai 4% immédiatement? Donc, on essaye d'éduquer, on essaie de dire il faut anticiper, il faut mieux le verrouiller maintenant. Là, je peux proposer de verrouiller à 4,5 ou 5% sur les 4 prochaines années. Parce que dans 12 mois, malheureusement, il sera peut-être le taux monétaire, ça à 3, voire nous, c'est plutôt 2,5 en 2025. Et là, vous allez me dire, j'aurais dû en faire beaucoup plus et j'aurais dû verrouiller quelque part mon rendement, mais ça n'a pas été le cas. Donc le phénomène se fait plutôt au fur et à mesure. C'est la séquence qui va être un peu plus importante. Aujourd'hui, on n'a pas ce mouvement. Voilà, il n'y a pas de déplacement de la liquidité. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette liquidité dormante qui est très très bien rémunérée aujourd'hui, elle acte quelque part comme un frein dans la baisse des actions. D'ailleurs, on l'a vu, mars-avril, on a perdu 4-5% sur les actions. On s'imaginait, ça y est, on va avoir un vrai mouvement de baisse. On n'a pas eu de baisse supérieure à 2% sur le S&P depuis février 2023 quand même. Pourquoi ? Parce que y a beaucoup d'argent dormant. Il y a beaucoup de personnes comme nous et beaucoup d'acteurs qui disent dès que ça baisse, je vais acheter. Ça ne dure pas longtemps. C'est un marché un peu plus de trading. Donc c'est un marché qui est un peu plus difficile finalement à capter. Il faut aller un peu plus en intraday. Il faut aller chercher des points. Il faut être beaucoup plus réactif. Et pour des gros investisseurs institutionnels, c'est beaucoup plus délicat de bouger. Sûr. Ouais. Je veux bien qu'on dise un mot aussi quand même. Alors c'est pas un phénomène nouveau, mais à 6 mois de l'élection présidentielle, on voit Joe Biden ressortir des outils de barrières douanières, reprenant ce qui a été fait par Donald Trump avant. Ça reste visiblement sur des montants limités, 18 milliards
importations de produits chinois qui vont être surtaxés, où les tarifs vont augmenter. Je crois que c'est moins de 5% des importations chinoises par les États-Unis. Hein. Donc on n'est pas non plus sur des montants délirants, mais bon, ça envoie déjà un signal. Le marché semble y accorder assez peu d'attention, d'une certaine manière. Oui, alors sous Trump, on se souvient quand même, ça pouvait faire baisser les marchés, d'avoir des annonces permanentes, une escalade, le tit for tat, la réponse de la Chine, des nouveaux tarifs, etc. Là, pour l'instant, ça semble plutôt calme. C'est vrai. Alors, cela dit, sectoriellement, on voit quand même du mouvement sur les fabricants de batteries et puis sur certains producteurs au niveau mondial, et notamment en Chine, de voitures électriques ou de panneaux solaires. Et bien, il y a des évolutions qui peuvent être très, très importantes. Mais effectivement, sur un segment faible. C'est vrai qu'en négatif, quand même, ça contribue à ce flux de nouvelles de hausse de barrières douanières et de tarifs. C'est un problème, je dirais, c'est une situation qui ne peut pas s'améliorer à court terme. En particulier, d'ailleurs, l'Europe va être encouragée à continuer à avoir une politique un peu plus assertive à l'égard de la Chine. À l'égard des États-Unis, c'est moins net. Mais pour des tas de raisons. Mais à l'égard de la Chine, ça paraît légitime. D'où d'ailleurs indirectement une tendance de fond et une petite musique un peu négative sur les grandes exportations européennes et notamment françaises vers la Chine, bien sûr, qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui ont expliqué le sommet et le renversement de l'évolution relative des cours du luxe en général. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas positif. Bien sûr, là où le marché réagit faiblement au global, c'est qu'il s'est rendu compte que la réalité de l'impact était globalement faible. Alors que donc il semblerait que ce soit une mesure qui les voitures chinoises qui sont importées et vendues sur le marché américain se comptent en milliers. Paradoxalement. Et par contre, c'est le signal qu'il n'y en aura pas plus que quelques milliers. Mais par contre, ça peut peut-être accélérer, je dirais, la prise de conscience des Européens en la matière, si on voit qu'il y a un flux qui se concentre vers l'Europe. Julien, qu'est-ce que ça inspire? Et comme le disait Gilles, non seulement ça s'améliore pas, mais Joe Biden n'est pas revenu sur les tarifs Trump et en rajoute encore une petite couche à 6 mois de l'élection pour des enjeux politiques domestiques, bien sûr. Et pour nous, c'est un thème qui n'est pas nouveau. Je veux dire, ce thème des barrières douanières et globalement, en Europe, on parle beaucoup d'autonomie stratégique, en fait, que ce soit pour des raisons géopolitiques ou des raisons purement de santé publique, des raisons liées à l'indépendance agroalimentaire également. On l'a vu lors du début du conflit russo-ukrainien. Il y a clairement une volonté, aujourd'hui, de réinternaliser des chaînes de production, d'être indépendant, je dirais, d'un point de vue stratégique, sur des sujets majeurs que sont l'énergie, la pharmacie, l'agroalimentaire. Voilà. Et donc ça occasionne, je dirais qu'il y a deux effets, selon moi, sur les valeurs sur lesquelles on peut investir et qu'on privilégie dans certains de nos portefeuilles, et notamment sur nos portefeuilles à haut rendement. C'est à la fois un facteur protecteur, c'est-à-dire que vous allez investir dans des boîtes qui elles-mêmes ne sont pas dépendantes, que ce soit sur la zone de chalandise ou sur la production on va dire de zones non alignées complètement avec les intérêts du G7 ou européens, pour le dire clairement. Et puis vous êtes également sur des secteurs qui potentiellement peuvent faire l'objet de subventions, de relances provoquées par les États. Emmanuel Macron l'a rappelé récemment encore une fois. Il y a une véritable volonté en France. On a un ministère de la réindustrialisation dirigé par M. Lescure. Et donc, il y a une volonté très clairement de réinternaliser ces chaînes de production, de réindustrialiser le tissu économique pour à la fois protéger. Et c'est un thème d'investissement. Et comme une opportunité. C'est un thème d'investissement, ce n'est pas que se protéger, c'est également saisir une opportunité d'investissement sur ces secteurs-là. Bon, que vous inspirent effectivement les annonces de Joe Biden à ce stade, Alexandre ?
Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi en face de la Chine Je ne connais pas un Américain, moi, qui va acheter une voiture chinoise électrique. Déjà, on sait pertinemment que même que les constructeurs automobiles américains ont baissé de la voilure en fait, sur les véhicules électriques qu'ils allaient pouvoir vendre. Ils ont des problèmes de marge, de prix. Il n'y a pas forcément de choix à la demande. Maintenant, le patriotisme américain, vous le connaissez, donc je le vois mal acheter en masse. Donc, même si vous montez, d'ailleurs, Trump a dit, si Joe il fait 100, moi je ferai 200 de tarifs supplémentaires, mais ça ne fera pas de différence. Donc, il y a un jeu politique, évidemment. Maintenant, c'est aussi à mettre en perspective, et là on revient sur la Chine, mais qui a quand même annoncé en début de semaine un plan d'investissement absolument phénoménal. Voilà. Biden est à l'offensive, la Chine est à la relance. Là, voilà, ils annoncent un programme d'émissions obligataires phénoménal de 130 milliards, je crois. Ouais, c'est ça. Avec des obligations 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ouais. Donc là, il y a quand même une vraie volonté de réinvestissement. Même eu une annonce ce matin, le gouvernement chinois est en train de dire aux autorités locales, vous allez racheter en fait toutes les maisons invendues pour un petit peu assainir le marché immobilier. Donc ça va dans le bon sens. La Chine reprend des couleurs. Maintenant, est-ce que c'est un vrai retournement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réalisation de résoudre un petit peu le problème domestique, de redonner confiance avant tout aux Chinois eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes réinvestissent sur leur propre marché local. Ce n'est pas nous, les investisseurs internationaux, qui allons aller à la rescousse du marché chinois. C'est d'avoir un problème domestique et de reprise de confiance sur le marché domestique lui-même. Ouais. Et d'une manière ou d'une autre, on a envie quand même, au moins tactiquement, d'accompagner le mouvement de rebond des actions chinoises là qu'on a pu voir. Ça a repris 20, 25, peut-être jusqu'à 30% sur certains indices chinois. Réellement, moi, je n'irais pas le jouer en direct. D'accord. Je pense que nous, on préfère effectivement aller globalement sur les émergents. C'est un peu toujours difficile de choisir entre l'Inde, la Corée, Taïwan, parce qu'une fois sur deux, ça fonctionne. Tout le monde était sur l'Inde. Quand l'un ne fonctionne pas l'autre. Voilà, tout le monde était sur l'Inde à un moment donné, mais c'était stratosphérique. Et puis tout d'un coup, c'est la Chine qui rebondit. Donc du coup, l'Inde a tendance à s'en dégonfler, parce que c'est un petit peu le miroir. Mais après, il y a des histoires spécifiques comme la Corée, même Taïwan. Taïwan, c'est le meilleur marché boursier avec la Chine cette année au sein des émergents. Les flux ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Mais il est certain qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter les émergents en globalité. Vous achetez une valorisation, une décote de 50%. Et vous avez des croissances de profit 2 fois supérieures aux États-Unis. Et c'est en dollars aussi. Ça se prend. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci pour votre analyse et votre expertise sur les sujets de marché du moment. Alexandre Drabovic, Indosuez Wealth Management, Julien Moutier, Groupama Asset Management et Gilles Bazissière, Equity GPS, étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Europe et on s'interroge sur les nouvelles forces boursières de l'Europe avec Anis Lalou qui est à mes côtés, le directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonsoir Anis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alors, la séance du jour est intéressante parce qu'on voit un petit coup de mousse sur le secteur du luxe après la publication de Burberry en Angleterre. Et c'est vrai que, je le disais en introduction de l'émission, le luxe, historiquement, est le secteur pour lequel on a envie d'investir en Europe. C'est le secteur sur lequel il n'y a pas de rivaux à l'échelle mondiale. On voit le secteur du luxe qui est un peu en retrait désormais, mais on voit quand même l'Europe boursière qui non seulement fait bien, mais tient tête à Wall Street, au marché américain, y compris au Nasdaq, avec 2 secteurs notamment qui ont très longtemps été vus comme des poids morts boursiers pour l'Europe. Le secteur bancaire d'un côté, plus 25 depuis le début de l'année pour les banques de la zone euro, pour le secteur, et le secteur de la tech. Parce que oui, il y a quand même aussi un peu de tech en Europe. Et je voulais bien qu'on passe un peu en revue avec vous justement les caractéristiques de ces secteurs et est-ce qu'ils font évoluer la perception des investisseurs globaux sur le profil boursier de l'Europe, à Nice. Oui, absolument. Mais c'est très bien présenté parce qu'effectivement, on a deux secteurs qui sont en barbelle en fait. La technologie qui est typiquement un secteur qui n'aime pas les taux d'intérêt hauts. Et les banques qui, au contraire, font beaucoup plus d'argent quand les taux sont élevés. Et les banques qui, structurellement, en Europe, ont été complètement négligées, voire traitées de zombies, parce que c'est des sociétés qui n'arrivaient pas à produire des earnings, alors que le régulateur leur demandait de se capitaliser, se surcapitaliser. Et donc aujourd'hui, la donne a bien changé. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui l'illustre bien, parce que ça se voit à un niveau, aujourd'hui, indiciel. Donc la composition indicielle est telle que effectivement, quand ces opportunités dans le secteur bancaire deviennent attractives ou attrayantes, et quand le secteur de la technologie vient aider, ce qui est structurel aujourd'hui, eh bien, on a une composition quand même
dans l'indice européen qui est très différent de ce qui était peut-être il y a 10 ans, ou il y a 10 ans ou 15 ans. Donc on le constate. Vous l'avez bien dit sur les chiffres de performance, les 3 derniers mois où l'Europe, effectivement, un peu plus... Et on le voit aussi dans la composition des investisseurs qui sont aujourd'hui présents dans les banques. On a des investisseurs internationaux, notamment des investisseurs américains qui regardent donc l'aspect value qui devient intéressant parce qu'aujourd'hui, on a un catalyste en plus de la value. Et le secteur bancaire est une bonne porte d'entrée pour ces investisseurs qui cherchent peut-être à sortir un peu de la zone dollar, quoi. Absolument. Ouais. Et pour ces investisseurs qui cherchent à se diversifier dans le secteur des financials, parce que le secteur européen n'est pas un copy-paste du secteur financier américain. Là, on est sur quelque chose de très différent. Le secteur américain n'a pas vu la régulation sévère qu'on a eue ici sur Basel IV. Et donc n'a pas eu à faire face avec autant de sévérité à des taux d'intérêt extrêmement bas, voire négatifs. Donc on est dans une configuration différente. Aujourd'hui, les banques européennes sont surcapitalisées, bénéficient du taux d'intérêt élevé et donc ont un retour de cash flow qui retourne à l'actionnaire. On a des dividend yields qui sont extrêmement intéressants et malgré la bonne performance. Ces banques-là n'ont pas vraiment re-raté puisqu'elles fonctionnent avec leurs earnings aussi. Les cours de bourse ont violemment monté parfois dans certains cas pour des banques italiennes, des banques espagnoles, mais quand on regarde effectivement des métriques de valorisation, ça n'a pas bougé. Ça veut dire quand même quelque part que le sentiment ou la perception des investisseurs vis-à-vis de ces banques européennes est encore un peu en décalage par rapport à ce qu'on décrit des fondamentaux aujourd'hui de ces banques et de l'environnement réglementaire avec un choc qui est derrière nous, a priori aussi. Exactement. Je pense qu'il y a un décalage. Ouais. C'est une bonne façon de le dire puisqu'on ne voit pas le re-rating s'opérer de la même manière que dans d'autres secteurs. Il ne faut pas oublier, c'est un secteur aussi qui a eu à faire face aussi à beaucoup de fintech et de disruption de la fintech. Et aujourd'hui aussi, les règles ont changé, puisque quand on regarde par exemple Unicredit en Italie ou même les autres banques en Espagne, qui sont des banques très digitales aujourd'hui. Donc même le niveau de concurrence, le niveau de concurrence est remis à plat. Donc oui, et je dirais que les fintech ont peut-être pas fait les preuves qu'on attendait d'elles également. C'est pas évident quand même de remplacer les banques, en tout cas sur certains de leurs métiers. Clairement, on a pu le voir. Clairement. Ce qui est peut-être plus facile aussi, c'est d'arriver à un niveau d'équalisation où les banques en fait utilisent plus de white label sur la technologie et arrivent à rattraper l'écart. Et donc aujourd'hui, quand elles génèrent des cash flows, ça devient presque plus intéressant que les fintechs qui n'ont pas prouvé la capacité de générer des cash flows. Donc on est quand même sur un barbell très intéressant. Ah ouais. On va parler de la tech, mais juste pour finir sur les banques, moi j'ai connu la période justement post-grande crise financière où les banques européennes, comme vous dites, au pire étaient vues comme des zombies, au mieux étaient vues comme du trading, des valeurs de trading. Pour vous, c'est plus que ça aujourd'hui. Il y a quelque chose de structurel quand même à jouer autour du secteur bancaire européen. Oui, je pense que oui, parce que, et pour l'Europe de manière générale, puisqu'on ne parle pas juste de la valorisation dont on a parlé sur les 15 dernières années. L'Europe est cheap, mais en plus, il y a un catalyste. Alors, on a une inflexion en fait, des PMI. On le voit. On voit dans les résultats que maintenant, la saison des résultats était OK. Et avec ça, on a une banque centrale européenne qui est supportive, puisqu'on va rentrer dans une période de coupe des taux. Et on l'a vu avec la banque centrale déjà suisse, qui a déjà un petit peu front-runné un petit peu la Fed pour une fois. Bien sûr. Et la BCE, oui, la Fed et la BCE. La BCE en l'occurrence, oui. Et donc, effectivement, on est dans une phase où, si l'économie se met à avoir un peu de vent dans les voiles, on va avoir... hopefully, du loan growth, de la croissance des prêts, etc. Et donc tout ça, c'est structurellement aidant et positif pour l'ensemble du continent. Bon, et puis alors, l'autre rengaine qu'on a entendu pendant des années, l'Europe, il n'y a pas de tech. La tech, c'est le Nasdaq, c'est aux US. Il n'y a pas de raison que j'aille chercher de la tech ailleurs que là où elle se fait le mieux. Bon. Là aussi, le secteur tech en Europe, alors il faut le décrire peut-être, ce secteur tech européen, c'est peut-être pas tout à fait le même que le Nasdaq, mais il fait partie des secteurs qui contribuent et qui alimentent la surperformance de l'Europe aujourd'hui. Absolument. Encore une fois, la composition indicielle, elle est importante, parce qu'on ne remarque pas les choses quand elles sont à 3% de l'indice, mais quand elles deviennent à 8 ou 10% de l'indice, les choses changent. Et donc on le voit au niveau de l'indice des large caps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la tech en Europe ? Eh bien, on a quand même, pour une grande partie, on a un écosystème qui est central à l'intelligence artificielle. On ne le dit peut-être pas assez souvent, mais les fameuses chips Nvidia, que ce soit
Blackwell, la dernière génération ou la génération d'avant, on ne peut pas les fabriquer sans l'écosystème européen qui se trouve en Hollande, en Belgique, etc. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, après, quand on pense à cette fameuse vague de l'IA, très souvent, on pense tout de suite au Large Language Model, et tout de suite, c'est bien sûr OpenAI et Microsoft et les géants. C'est vrai, c'est important. Néanmoins, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est son aspect un petit peu très généraliste. C'est l'application. C'est comment les sociétés... C'est pas des applications qui vont être inventées, c'est toutes les industries qui vont devoir appliquer cette IA à elles-mêmes. Donc, quand on voit, par exemple, des sociétés qui sont très anciennes, hein, des sociétés fondées au début du siècle dernier, je pense notamment à la grande agence de pub en France, et on voit comment elles ont... Qu'on appelle Publicis, c'est ça? Oui, non mais... Donc voilà, et qui a recentré son business model entièrement sur l'IA. Aujourd'hui, c'est Core AI qui est le fondement de la société. Donc un achat stratégique d'un actif qui détient les datas aux États-Unis, qui s'appelle Epsilon. Et du coup, ça change la donne. Donc, quand on pense à l'IA, il faut aussi penser à la data et au savoir-faire qu'ont accumulé pendant des années ces sociétés industrielles européennes et qui ne vont pas disparaître sans prendre grand avantage de ça. Donc, le premier qui va faire ça, et notamment, on pense aussi à des grands secteurs aussi comme la pharma, on entend beaucoup parler, ça prend du temps. Je rappelle que l'indice européen est très lourd en pharma, et que l'impact est un impact multimilliard. Mais comme vous dites, le marché a bien conscience, au-delà du phénomène Nvidia, qui restera évidemment l'emblème de cette explosion de la nouvelle génération de l'intelligence artificielle, mais le marché a bien compris que les acteurs qui disposeront de la donnée et de la bonne donnée, on le disait tout à l'heure dans le débat, mais c'est un peu garbage in, garbage out aujourd'hui les modèles. Donc si la donnée n'est pas bonne à l'entrée, le résultat n'est pas bon à la sortie. Ça, c'est un aspect clé du thème d'investissement IA, et la capacité des entreprises à se transformer autour de l'IA. Et là, il n'y a pas de raison que les entreprises françaises aient moins de qualité, ou européennes, pardon, aient moins de qualité de ce point de vue-là que d'autres entreprises dans le monde. Absolument, parce qu'il y a des sociétés qui ont justement ce genre de data. Alors, je citais un exemple, mais il y en a un certain nombre qu'on voit dans les large caps en Europe, qui font qu'effectivement, l'IA devient vraiment un catalyste et un point fort. Beaucoup plus qu'un point faible. Alors, revenons sur la valo, puisque on aime bien parler de la valo, mais là, on a un valo avec un catalyste. Là, on a des sociétés qui sont du type Nasdaq. Je rappelle que Linde, par exemple, une société allemande qui était listée en Allemagne et qui est devenue trop large, une market cap trop importante pour le DAX, est partie se lister au Nasdaq. Bien sûr. Partie se lister au Nasdaq à un multiple de S&P qui est aujourd'hui à rattraper le retard et qui traite un multiple de Nasdaq. Donc on a des sociétés qui sont Nasdaq grade, j'ai envie de dire, qui sont comme des sociétés du Nasdaq, et qu'on peut acheter en Europe à des multiples qui sont inférieurs au S&P. Alors en plus de ça, avec l'aspect barbell, on peut avoir un multiple qui est encore plus faible que le S&P. Je rappelle que le S&P traite à une prime de 40% par rapport à l'Europe, et que le Nasdaq traite à une prime de 25% par rapport au S&P. Donc ça fait quand même beaucoup de discount. J'adore. On a la qualité du Nasdaq au prix du S&P pour certaines entreprises en Europe. Voire moins. Mais c'est si ça, on fait un portefeuille barbell. C'est la fin de la discussion, Anis. Mais il faut se dépêcher de les acheter et de les valoriser, ces boîtes, parce que comme vous le dites, sinon elles s'en vont. Là, vous avez cité Linde. L'exemple du moment, vous l'avez bien en tête comme tout le monde, c'est Total Energy. Et ce que ça crée comme... Mais débat très sain, d'ailleurs, je trouve, à avoir. Voilà. Mais attention, parce qu'effectivement... Alors, je ne pense pas que toutes les boîtes européennes vont aller les lister aux États-Unis, ce serait pareil. Elles n'ont pas toute vocation à le faire. Voilà. Néanmoins, je pense qu'effectivement, ça met vraiment l'attention sur la valorisation. Merci beaucoup, Anis. Merci d'être venu discuter des forces boursières de l'Europe, des nouvelles forces boursières de l'Europe. On trouve des entreprises de qualité Nasdaq pour beaucoup moins cher que celles qu'on paye sur le Nasdaq aujourd'hui aux États-Unis. Anis Lalou, directeur des investissements chez Aperture Investors, qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.